87e client de la France, 165e fournisseur. Le Mali ne semble pas entretenir des relations économiques assez fortes avec la France qui pourraient justifier un intérêt économique dans l'intervention militaire. Les exportations vers l'Hexagone, qui se résument à l'or et au coton, s'élèvent à 10 millions d'euros par an. C'est 0,02% des importations françaises. Les investissements directs étrangers sont également très faibles. Il n'y a pas de gros intérêts. En gros, pour simplifier, il y a 6 000 Français au Mali. On va dire qu'il y a 2 000 salariés qui participent plutôt à des petites et moyennes entreprises. Les entreprises tricolores sur le sol malien opèrent à 65% dans les services, 20% dans le commerce et 15% dans l'industrie. Du côté des ressources du sol malien, le seul intérêt réside dans la possible présence d'uranium. Mais pour l'heure, les entreprises ne sont qu'à la phase de prospection. Pour l'instant, ce sont des sociétés canadiennes, ce sont des sociétés sud-africaines qui sont concernées. On peut imaginer à terme un deal éventuellement avec Areva, si on veut vraiment trouver un intérêt économique. Le gaz, là aussi, il peut y avoir peut-être des réserves de gaz, parce que quand on voit cette zone désertique qui est 1,5 fois la surface de la France, la probabilité qu'il y en ait n'est pas nulle, gaz ou pétrole. De toute façon, vu sa situation, il faudrait un coût énorme en termes de gazoduc, il faudrait passer par l'Algérie ou par la Mauritanie. On ne sait absolument pas quelle serait la possibilité d'exploitation, et on est là dans un horizon de plus de 20 ans. Donc je crois qu'on ne peut pas considérer, en ce qui concerne le Mali strictement, que derrière l'intervention militaire, ce soit les enjeux économiques qui aient primé. Néanmoins, c'est sa situation géographique qui pourrait la justifier. Le Mali jouxte le Niger, pays très important pour la France en termes économiques. Deux grands exploitants d'uranium au Niger, c'est la Chine et la France avec Areva. Et là, pour la France, le Niger est un enjeu stratégique, ça, il n'y a pas de problème. Donc, si il y a un effet de contagion de la crise malienne, ça touche le Niger et ça peut toucher évidemment les intérêts, notamment d'Areva. L'exploitation du Niger est indispensable au numéro 1 mondial du nucléaire, puisqu'il alimente plus d'un tiers des centrales nucléaires d'EDF. Autre pays frontalier du Mali, la Mauritanie tout d'abord, où l'on trouve la société Total, et bien sûr l'Algérie, qui n'est autre que le premier partenaire commercial de la France en Afrique. Voilà. Voyez-vous, on va revenir à la charge là. Excusez-moi, je cale ça d'abord. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 6 mars 2023. Je reviens là sur l'actualité au Mali. Très rapidement. En fait, j'avais regardé, je vous dis précédemment, la semaine dernière, une jeune sœur qui avait fait un reportage, enfin, en tout cas, elle a repris les images de Arte, ce qui était consacré sur un documentaire qui était consacré sur l'extraction de l'or du Mali et qui était exporté, comment dire, à Dubaï. Voilà. Donc, elle a fait à sa manière, j'ai bien apprécié. Et puis, je me suis dit, bon, j'avais le choix soit de reprendre 4 à 5 minutes de son truc à elle, ou alors j'ai fait un petit peu de recherche et je suis tombé sur ce document-là que je viens de vous montrer qui dure plus de 2 minutes. Vous voyez? Alors, quand on voit ça, eh bien, on est toujours, comme je vous dis, eux, le mensonge, c'est leur religion. Alors, moi, ma religion, c'est la vérité, la justice et la solidarité pour rejoindre l'esprit de la Mahat. Vous voyez? Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. De quoi s'agit-il? Ben écoutez, de manière générale, quand vous écoutez les dirigeants français et l'élite française, pour eux, l'Afrique, c'est, comment dire ça, la chasse gardée. Bon, maintenant, ils commencent à faire leur, comment dire, ils commencent à vider, enfin, non, ils vident pas leur sac. En fait, ils commencent à faire une sorte d'aveu, voilà. Ils avouent, mais en réalité, comme ils ne sont pas des gens sincères, parce que leur religion, c'est le mensonge, et les menteurs sont des voleurs. Alors, ça, c'est tout petit, on nous disait ça, hein, si tu es menteur, tu es un voleur. Donc voilà, donc ce sont des voleurs, rien d'autre, c'est des voleurs. Puisque leur religion c'est le mensonge, donc vous pensez bien qu'il n'y a rien à faire. Voilà. C'est des voleurs et ils font tout avec la force, hein, les armes qu'ils ont. Voilà. Mais en fait, c'est incroyable parce que il y a un jeune homme là, avec qui j'ai échangé ce week-end. C'est pour ça que je me suis dit aussi, mais tiens, c'est quand même dingue. Hein, peut-être beaucoup plus jeune, hein. Mais c'est de dire que en fait, finalement, les matières premières qui sont prises en Afrique,
les matières premières prises en Afrique, c'est pas de bonne qualité. Bon, alors on me dira, oui, mais ça, c'est son dire à lui. Mais il se trouve que il a un certain niveau, parce que c'est un ingénieur qui a beaucoup voyagé et tout. Et en fait, ce qu'il dit là, c'est beaucoup qui pensent comme ça. Mais ils sont menteurs. Ça veut dire qu'en fait, ils disent ça pour le mensonge. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien la qualité. Parce que d'une chose l'une, soit tu estimes que c'est pas de bonne qualité, mais dans ce cas-là, pourquoi tu perds autant d'argent ou ton temps? D'abord, il y a deux choses. Hein. Un, le temps, et deux, l'argent. Pourquoi? Non, en réalité, c'est simplement du déni, c'est seulement du mensonge, et c'est surtout insulter l'intelligence des Africains depuis des siècles. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que si là, compte tenu des avancées technologiques, hein, on a toutes maintenant les informations, tous les renseignements, à savoir que tous les pays africains sont dotés des richesses. Il n'y a aucun pays africain qui n'a pas de richesse. C'est-à-dire que le continent africain a été gâté par la nature. Et moi, je n'utilise pas le terme de... comment ils disent ça? Ils disent... c'est comment ils disent ça? C'est un... Vous savez, il y a un terme qu'ils utilisent là. C'est un accident géologique ou... c'est des trucs comme ça. Moi, je ne dis pas ça. Parce que je dis... pourquoi quand on trouve des matières premières en mer du Nord, c'est-à-dire le pétrole en Norvège ou je ne sais où encore, là, c'est pas accident géologique. Et quand c'est en Afrique, là, c'est un accident. Donc, le fait de dire ça, eh bien, pour moi, c'est profondément méprisant. En fait, c'est humiliant. Parce que, voilà, quand je traduis, hein, alors ceux qui font le malin, allez-y, réfléchissez, il faut cogiter un peu. Voilà. Parce que eux, leur problème, c'est l'aliénation, le complexe et la corruption. Moi, comme je ne suis pas dans cette comment dire ça, dans ces considérations-là, eh ben, je suis un homme libre. Et c'est pour ça que, quand j'entends des informations concernant l'Afrique, je réfléchis et je dis, mais de quoi ils parlent? Mais non. Vérité, justice. Hein? C'est beaucoup plus la nature qui a gâté. Voilà. Dire que ça a gâté, ça c'est la vérité. Mais par contre, dire que c'est un accident, non. Parce que d'une certaine façon, ça voudrait dire que un accident, vous savez très bien. C'est-à-dire que ça ne devait pas être là-bas et puis c'est arrivé comme ça. Non. Bon, alors, pareil, quand on fait l'économie, parce que sinon, l'économie de l'histoire. Parce que si tu regardes l'histoire objectivement, étant donné que l'homme est originaire d'Afrique, donc tout s'explique. Tout simplement. L'humanité est née en Afrique. Et donc, c'est pour ça que la terre d'Afrique est la plus gâtée, c'est tout. Mais ils ne veulent pas, par contre. Ah, ils veulent pas. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans une situation où ça m'est venu ce week-end-là. En fait, cette fin de semaine, ça m'est venu. Qu'est-ce qui m'est venu? Je me suis dit, mais en fait, les rapports que l'Afrique entretient avec les autres, hein, les Asiatiques, les Européens, les Américains, hein, tout, eh bien, ce sont des rapports où, je vais vous dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, quand ils résument ça, on se rejoint, mais moi, je vais être beaucoup plus cru. Je suis cru, moi, parce que je dis, ce qu'on nous inflige, mais il faut être cru. En fait, c'est ça ma réaction. Je dis en fait, mais ça c'est vraiment, c'est venu là, c'est venu il y a, je sais pas, 3-4 jours. On est dans une situation où moi j'utiliserai plus le terme de lion qui va écrire son histoire. Même si ça veut dire ça, hein, d'une certaine façon les rapports avec les autres, notamment et en particulier des Occidentaux et les Français notamment, y compris les Français en particulier. C'est-à-dire les impérialistes, les colonialistes et les France-africains. Bon, non, je vais plus loin, en réflexion et puis en observation. Je dis non, ce dont il s'agit en réalité, c'est que, à vrai dire, on a affaire à des esclaves qui se transforment en maîtres. Voilà, écoutez bien ce que je dis, je répète. Nous avons affaire à des esclaves qui se transforment en maîtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les maîtres, ça veut dire que les rois, ce sont les Noirs, ce sont les Africains. Alors évidemment, les gens beaucoup plus pointus en histoire, l'histoire africaine, l'histoire de l'Égypte ancienne, ils ont beaucoup plus développé ça, mais dans des termes, j'allais dire, académiques. Moi, je parle un français cru, un langage direct. Donc je dis, à mon petit niveau, hein, dans ma réflexion, j'observe et puis j'analyse, je dis non, ils se comportent comme ça parce qu'en réalité, ils sont dans du faux, ils sont dans du bidon. Donc, vous-même, de vous à moi, prenez dans les relations de tous les jours, du quotidien, avec les gens. Quand quelqu'un a sa place, il est serein, il est tranquille, il fait les choses de manière naturelle et ça se passe très bien. Mais en revanche, quand quelqu'un n'est pas à sa place, il fait n'importe quoi. Et c'est ce qui m'amène à dire qu'en fait, ces gens-là, vraiment, et depuis toujours, ils savent qu'ils sont pas à leur place et c'est pour ça qu'ils ont ces attitudes-là. Donc ce sont des esclaves, rien d'autre. Et quand en réalité, quand ils disent que c'est plutôt l'homme noir, bon, effectivement, quand ils disent ça, il y en a qui vont me rire au nez, mais moi, je suis dans une réflexion mais beaucoup plus profonde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens qui sont honnêtes intellectuellement, ils comprennent très vite. Mais ceux qui sont malhonnêtes, en apparence, ils font le malin, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que je suis dans le mille, bouillard. Ah oui. Voilà.
comprenez ma démonstration là, hein. Parce que c'est venu là, il y a 3-4 jours. Parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que l'homme noir, plus les jours avancent, plus les semaines avancent, plus les mois avancent, plus les années avancent, et on nous inflige l'humiliation en permanence. Mais c'est pas possible. Donc, explication. Eh bien, je me répète. Hein, je répète. Un clin d'œil au frère Maïga. Hein, Abdoulaye Maïga, le ministre... enfin, ancien premier ministre, mais ministre important au Mali. Il fait partie des 6 colonels. Bon, c'est lui qui dit je répète. Voilà, donc je fais un peu... Hein, donc je dis, l'homme noir, l'homme africain, on a affaire en fait, nous on est des rois, voilà, on est les patrons, et on a en face de nous les esclaves. Mais ils ont réussi depuis des siècles à bourrer le crâne de beaucoup de gens, beaucoup d'Africains surtout, l'aliénation, le complexe, la corruption, et c'est pour ça que on n'assiste pas à cette réalité-là. Mais moi, justement, comme j'adore la réflexion, parce que c'est face aux situations, hein, c'est pas aussi compliqué que ça. Moi, il y a des domaines où je vous dis, je suis nul, mais vraiment, c'est impressionnant. Mais en revanche, les domaines où je sais que je suis bon, je dis non, il ne faut pas perdre le temps des gens. Et c'est ce qui... En fait, dans les relations humaines, s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est la mauvaise foi des gens. Mais on me dira, oui, mais chacun a son ego, et du coup... Mais oui, mais bon, quand on fait les démonstrations, voilà, je dis, apporte tes arguments, j'apporte les miens, et puis on laisse apprécier autrui. Oh là non, comme ils sont mauvais... Alors, aliénation, complexe et corruption, j'ajoute jalousie et sorcellerie, voilà. Et ça, le problème, c'est que nous sommes les derniers, justement, à se comporter ainsi, à avoir cette manière de fonctionner, à avoir ces états d'esprit. Et oui, alors que moi, je milite tous les jours pour dire que voilà, s'il y a un frère, s'il y a une sœur qui est compétente, qui est qualifiée, hein, regardez mes vidéos de toujours, vous allez voir que je passe mon temps à les saluer, je passe mon temps à leur rendre hommage. Et j'aimerais beaucoup que ça soit réciproque. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est terrible, hein? Ah, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça, c'est quelque chose qui est en moi, et c'est pour ça que j'en parle souvent. Or que c'est vrai que j'aurais pu ne plus en parler du tout. Mais bon, cela dit, ça ne m'empêche pas de continuer mon chemin. On est d'accord, pourquoi? Parce qu'on en revient, quand je vous dis ma religion, c'est la vérité et la justice, c'est ça qui me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force, très clairement. Parce que quand j'ai en face de moi des gens que je peux respecter, considérer dans un temps, et puis quand je vois qu'ils sont malhonnêtes, eh bien, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Dieu seul sait. Voilà, on y va. Donc, j'ai pris quelques notes par rapport à ce que je vous ai montré comme extrait tout à l'heure. Et vous avez vu le mensonge qui dure plus de 2 minutes, du début à la fin. En gros, mais bon, en même temps, c'est normal, parce qu'on ne peut pas dire que leur religion, c'est le mensonge, et puis qu'ils puissent agir autrement. Vous voyez? Parce qu'ils passent leur temps à dire, oui, par exemple, je sais pas moi, en uranium, on va s'approvisionner en Australie, hein, on paye, parce que là-bas, voilà, c'est du bon uranium et tout. Et puis, quand on vient au Niger, ben non, c'est pas de bonne qualité. Mais par contre, c'est ça qui permet d'alimenter les centrales nucléaires en France. Bon, alors, ceux qui ont fait des études longues avec des doctorats à ne pas en finir dans toutes les matières, hein, doctorat en histoire, doctorat en économie, doctorat en droit, doctorat en chimie, doctorat en... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, mettez ça au service du plus grand nombre, mettez ça au service du peuple africain, s'il vous plaît. Gardez pas ça pour vous, pour votre nombril, hein, cupidité oblige. Hein, faites un effort. Oui, parce que le temps avance et regardez les spectacles en Tunisie. Mais je vous dis, est-ce que la Tunisie est plus riche que les 15 pays là? Juste les 15, hein, sans extrapoler. On reste dans les 15 là, du CFA. Si la France n'avait pas, comme ça, elle maintient son genou sur la tête, là, hein, le cou des Africains. Hein, ou alors, si elle ne mettait pas la tête des Africains sous l'eau. Là, le Mali est en train d'enlever la tête, hein, pour respirer. Pareil pour le jeune capitaine du Burkina Faso, enlève la tête pour respirer. Le président Touadéra, il le fait aussi. Alors, voilà, pour l'instant, il y en a 3 là. La Guinée également, voilà. Bon, un peu particulier quand même la Guinée. Bon, mais cela dit, il a du mérite, parce que je vous dis, ce sont eux qui l'ont mis, et il est en train de leur faire à l'envers. Maintenant, il faut qu'il se décide définitivement, parce qu'il a la chance d'être arrivé au même moment que les colonels au Mali, au même moment que le capitaine, comment on appelle ça, au Burkina Faso. Donc c'est extraordinaire, ce dont n'a pas bénéficié le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. On est d'accord, voilà. Non, mais très clairement. Ah oui. Non, parce que, qu'est-ce que c'est que ça en permanence, des fuites en avant comme ça, ou la Tunisie, c'est un pays qui est, comment dire, qui tire ses ressources du tourisme depuis très longtemps. Hein? Et donc, normalement, un pays qui comment on appelle ça, tire ses richesses du tourisme, mais à aucun moment ne pourrait faire ce qu'ils font là. Hein? La chasse aux sorcières vis-à-vis hein, des étrangers, là en l'occurrence des Noirs africains, hein, les Africains subsahariens.
Et le président tunisien, il faut savoir que c'est un universitaire, hein, un homme de droit qui, en tant que société civile, il a bénéficié d'une faveur parce qu'auparavant, tous les hommes et femmes politiques, ils sont tous corrompus en Tunisie. Et c'est pour ça qu'il est arrivé dans une ambiance comme ça où les gens ont une confiance en lui et il a raflé plus de 60-70% des suffrages quand il s'est présenté la première fois. Hein. C'est l'après Ben Ali, vous savez, dictateur là, qui allait fuir là-bas en Arabie Saoudite. Bon, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, lui, il utilise des boucs émissaires, voilà. Hein. Mais c'est facile. Maintenant, moi, je dis souvent que ceux que j'accuse en premier, ce sont les dirigeants africains. Parce que je dis, on est en train de payer la facture de ceux qui ont remplacé, qui ont pris la place des pères de l'indépendance. C'est rien d'autre. Parce que si les pères d'indépendance n'avaient pas été assassinés par la France, eh bien, on aurait une autre configuration. La dignité africaine serait respectée. La dignité des Africains serait respectée. Évidemment. Très clairement. Vous comprenez? Ah, c'est dingue de pouvoir rappeler des choses aussi faciles. Ah oui, bon, alors, on va y aller, parce que c'est vrai. Non, mais c'est pas possible. Hein? Je dis, circonstances atténuantes pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et encore, pourquoi? Parce qu'il y a des documentaires, donc on écoute, hein, voilà, donc on prend des notes, et puis on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Mais ceux qui ont un certain niveau, qui eux, par contre, ils restent dans la servitude volontaire. Alors eux, c'est circonstances aggravantes et il ne faut plus perdre du temps. C'est qu'une fois qu'on les a détectés, on les met de côté, puis on dit, bon, écoute, laisse la place, on va mettre à la place un patriote, hein, ou une patriote, hein, un panafricain ou une panafricaine qui va faire le boulot beaucoup mieux. Et là, tout le monde sera gagnant. Parce que toi, le poste que tu occupes là, tu es gagnant avec ton clan. Hein, les Patrice Talon, les Alassane Ouattara, les Macky Sall. Hein, la liste est longue. Hein, Bazoum, qui encore hein, Faure Yassimbe, hein, qui... Tout ça, voilà. Eux, ils roulent pour eux et puis pour leur clan. Alors que les panafricains, les vrais, les authentiques, quand ils vont prendre les choses en main, ça a commencé au Mali, eh bien tout le monde est gagnant, regardez là. Alors, il ne faut pas leur demander non plus, en peu de temps, de pouvoir réaliser hein, les handicaps qui datent depuis des siècles, pour des décennies d'abord, et puis surtout des siècles. Hein, faut pas leur... Non, non. Il faut avoir une certaine exigence, et ils ont beaucoup, beaucoup de mérite, Dieu seul sait. Vous comprenez? Donc, là... ce dont il s'agit, c'est pour l'actualité, quelque chose qui est importante. Et puis chaque semaine, chaque mois qui passe, ils ont toujours des décisions importantes qui tombent. Par exemple, ils ont expliqué, ils ont fait une déclaration, un communiqué important, à savoir que depuis la semaine dernière, hein, puisqu'aujourd'hui on est le 6 mars, eh ben, le Mali a décidé que la France ne devait plus parler à son nom là-bas aux Nations Unies. Hein, surtout au niveau hein, de l'écriture, de rédiger des rapports, des communiqués, tout ce que vous voulez. Voilà. En fait, la France, depuis toujours, c'est elle qui est son esprit maladif de paternalisme, dire voilà, c'est moi qui suis le parrain, hein, je suis le papa, je suis la maman, je suis la marraine, tout ce que vous voulez. Hein. Décideur de ces pays-là, hein, les zozos, là, c'est moi. Voilà. Maintenant, Dieu merci, on a l'ère du verseau, comme dirait un certain professeur Kalala Oumutoundé, que son âme repose en paix. Voilà. Donc un changement qui s'opère là, mais qui est réel. Et donc c'est une chance extraordinaire auquel nous assistons. Et on tient à rendre hommage, à saluer un homme providentiel qui est le président Vladimir Poutine. Parce que je dis, ce monsieur est un homme providentiel d'abord pour son peuple et ensuite pour les peuples africains qui veulent se libérer de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Voilà, les choses sont claires. Il n'y a pas de discussion ni de négociation là-dessus. C'est tellement clair. Voilà. Bon. Donc, il faut savoir que c'est une décision importante qui vient d'être prise par les autorités maliennes. Là, en fait, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, ils sont en train de faire la démonstration de ce que c'est que acquérir et avoir sa souveraineté. Quand tu es souverain, tu décides toi-même de ce que tu as envie de faire, avec qui tu veux commercer. Or, les autres là, hein, la plupart là, hein, c'est la France qui décide de tout. Monsieur Alassane Ouattara, hein, vous allez regarder 12 mois dans l'année, de janvier à décembre, il va venir en France, moi je pense qu'il vient tous les mois. Si ce n'est pas plusieurs fois par mois. Voilà. C'est extraordinaire. Je crois que c'est le président au monde hein, qui vient en France, en Europe en général, mais en France en particulier, autant de fois, hein, sur 12 mois, hein, de janvier à décembre. C'est impressionnant. Voilà, il vient là, fait les comptes rendus, il vient là, il prend hein, les conseils, il prend des notes, il prend des consignes. Que dis-je? Conseil encore. Mais il prend des consignes, parce que conseil, c'est différent. Il prend des consignes. Voilà, puis il va les appliquer. Il va faire du mal hein, au peuple. Il joue hein, comment on appelle ça, le larbin de service et il le fait à merveille. Et donc ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, honte à vous. L'histoire va régler votre compte. Hein. Très clair. Ah ben oui, non, attention, c'est trop facile. Sinon, c'est trop facile. Hein, n'importe quoi, regardez là. En fait, des militants de PPACI là, qui ont manifesté, simplement,
pour aller soutenir Damana Picasse, eh ben, ils sont 31 à être en prison. Et là aussi, par contre, il appartient maintenant à monsieur le président Gbagbo, et puis ses partisans-là, les Adama, comment on appelle ça, les Picasse et puis autres là, tous ces collaborateurs-là, voilà, vous faites quoi? Vous êtes là en train de jouer aux spectateurs? Non, c'est un rapport de force, c'est soit vous, soit lui. Ah, c'est dingue, des minimums comme ça, ils ne maîtrisent pas. Mais parce que votre problème, c'est que j'ai dit, vous rêvez de prendre la place de M. Ouattara pour faire comme lui. Autrement, si vous ne rêvez pas de prendre sa place, eh bien, vous allez agir autrement. Vous allez faire autrement. C'est clair. Ah oui. Ah, non, 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 c'est dingue. Voilà, donc pour poursuivre, les reportages que j'ai pu regarder avant de faire cette vidéo d'aujourd'hui, c'est que il y a 5 pays en Afrique qui sont les grands producteurs d'or. Producteurs d'or. Voilà. Hein, donc vous avez le Burkina Faso, vous avez la Somalie. Du coup, tu te dis, ben voilà, les crises là, très souvent c'est ça. Hein. Très souvent, il arrive que pour des raisons stratégiques, ils vont se mettre dans un pays qui est pauvre, mais en règle générale, 99% des cas, c'est les pays qui sont riches, potentiellement, très clairement. Et c'est pour ça qu'ils vont là-bas, et puis ils nous prennent la tête avec des histoires de djihadisme. Ça, c'est vraiment la poudre aux œufs, c'est pour brouiller les pistes, voilà, très clairement. Ensuite, vous avez donc le Mali, et le Mali est classé comme 3e pays producteur d'or. Ensuite, vous avez l'Afrique du Sud, et puis vous avez le Ghana. Bon, le Ghana, pareil, s'ils n'avaient pas un corrompu comme Nana Akufo-Addo, eh bien, normalement, il devrait développer en accéléré. Lui, il est perdu parce qu'il a fait des déclarations au début dans son premier mandat. Et on avait une certaine... comment dire, on essayait de croire à ce qu'il disait, alors que non. On a fini par comprendre qu'à partir du moment où il est arrivé au pouvoir grâce à la France et M. Ouattara, ben, ça ne pouvait pas être autrement. C'est-à-dire, c'est retour... ce que j'appelle le service après-vente. Hein. Ils ont investi sur lui, et donc lui, il leur rend la monnaie en jouant le larbin, hein, en jouant l'esclave de service, Nana Akufo-Addo. Regarde là, avec tout le travail qui a été fait par comment on appelle ça, le grand monsieur révolutionnaire, Jerry Rawlings. Voilà. C'est-à-dire qu'après Kwame Nkrumah, le père de l'indépendance, vous avez Jerry Rawlings tout de suite. Des gens dignes, hein, qui ont sacrifié de leur temps, qui ont sacrifié de leur vie, pour que, justement, hein, l'intérêt général soit préservé, hein, la dignité, hein, du peuple africain en général, du peuple ghanéen en particulier, soit effective. Voilà. Alors que là, des zozos comme ça qui arrivent, et c'est ce que je dis souvent, je dis voilà, le mec, il veut tout faire de la politique. Mais non, 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 la politique est réservée à des gens qui ont ça en eux. Voilà, ça y est en eux, hein, le service du bien commun. Alors qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dans cette situation-là. Ils ne sont pas disposés. Donc, quand ils viennent, ils font n'importe quoi, ils se mettent là, et puis maintenant, ils endossent très rapidement le costume de dictateur. Mais oui, ben oui, parce que celui qui est à sa place, comme un poisson dans l'eau, pas besoin de ça. Il n'a pas besoin. Par rapport à ce qu'il fait naturellement, les gens adhèrent et puis les gens le soutiennent. Voilà comment ça se passe. N'importe quoi. Donc, la suite. Alors, le Mali, dans ce documentaire-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le Mali est le 87e client de la France en termes commerciaux. 87e. Hein? Ce qu'ils notent, hein, dans le documentaire. Bon, ils sont menteurs. Je veux dire, on va faire le jeu de suivre ce qu'ils disent. On va les suivre là de près. Puis on va montrer, on va mettre là, à la lumière, leurs mensonges et leur turpitude. Comme ça, il va falloir maintenant solder les comptes. Hein? L'heure du bilan a sonné maintenant au XXIe siècle. Dire, depuis toujours, vous avez détenu ces pays-là, ça donne quoi au XXIe siècle? C'est ça la question. Ils disent encore que, sur le plan commercial toujours, en tant que client, le Mali arrive à la 87e place, et puis en tant que fournisseur, le Mali, excusez-moi, n'arrive qu'à la 165e place. Voilà. Hein, parmi tous les pays au monde. 165e place. Et avec 165e place, on va amener toute la armada de militaires là, depuis 2012, et puis combien 10, 11 ans après, le bilan néfaste, négatif, nul à chier. Excusez-moi pour le... Non mais parce que c'est pas possible. On est à l'heure du numérique, on est à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens ont l'information à volonté, et eux, ils continuent comme ça, cette fuite en avant, là, hein, l'arrogance comme ça, mais le ridicule même, c'est, comme je vous dis, attention, le ridicule, il tue à petit feu. Ils font le malin, mais bon, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont aller beaucoup plus tôt, et puis il y en a d'autres qui vont partir un peu plus tard. Mais toujours est-il que c'est à petit feu. Moi, je ne dis plus, le ridicule ne tue pas. Non, non, c'est pas vrai. Il tue à petit feu. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bouillard, là encore. La suite. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc voilà, en gros, ce qu'ils disent que le fait que le Mali, occupant le rang de 165e fournisseur sur le plan commercial avec la France, donc l'intervention militaire ne pourrait pas se justifier. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dire qu'ils interviennent pour des raisons économiques. Vous voyez, alors, dire qu'ils insultent notre intelligence, là encore, c'est un euphémisme. Il faut trouver un... Non, parce que
Franchement, tout le monde sait que non. En réalité, ils viennent là-bas. D'abord, je dis les militaires français qui sont sur la terre d'Afrique, hein, tous les militaires, comment dire, français et puis les autres aussi, hein, eh ben, ils prennent en otage le peuple africain. C'est rien d'autre. Alors, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Qu'est-ce que c'est que prendre en otage quelqu'un? Ouais. Ils prennent en otage. En plus, c'est un terme qu'eux, ils utilisent souvent parce que ça fait partie de leur, comment dire, paradigme, si j'ose dire, ou en tout cas dans leur façon de penser pour manipuler les gens. Voilà. Voilà, c'est dingue. Enfin bon. Hein? Donc il dit, hein, ça ne pourrait pas justifier, c'est pas, voilà, c'est pas un intérêt économique important. Voilà, n'importe quoi. Hein? Pour l'intervention militaire au Mali depuis 2012. Donc, ils nous disent quoi? Ils nous disent que, par exemple, l'or et le coton, voilà, c'est les grosses productions du Mali, alors qu'il n'y a pas que ça. Hein. Attention, il y a l'eau douce, qui est pour le 21e siècle, hein, un des éléments clés hein, très très importants pour la richesse hein, du Mali. Ah oui, l'eau douce. Et puis là, ils ont commencé à voler depuis des décennies. Hein. Là, c'est les spécialistes qui le savent. Hein. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais j'espère que les dirigeants maliens ont pris conscience de tout ça. Et puis moi, si ça dépendait que de moi, hein, faut nationaliser tous les trucs importants. Et en plus ici, c'est ce qu'ils font en Occident. Je dis même le pays qui par excellence est pour le capitalisme, eh ben, aux États-Unis, excusez-moi, dès qu'il y a un secteur qui est vraiment indispensable, il est nationalisé. Donc à partir du moment que eux qui veulent, qui revendiquent, dont la religion est le capitalisme, mais si eux ils nationalisent, mais pourquoi nous autres moi je dis ça m'intéresse pas le capitalisme, en fait, je ne comprends pas, voilà, enfin, quand je dis comprends, j'ai compris, mais je veux dire que ça m'intéresse pas, voilà, parce que je dis, là, on a vu les limites du capitalisme au 21e siècle. Donc, on arrête tout. Oh là non. C'est-à-dire qu'ils sont perturbés, ils ne savent même plus où ils en sont. Donc j'en reviens à, on a affaire à des gens qui ont l'apparence d'êtres humains, mais qui ne sont pas des êtres humains. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez? Parce que je dis, à partir du moment où ils veulent tout faire avec la force, c'est qu'ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères. Ah oui. Parce que d'une certaine façon, c'est un peu comme, vous savez, quelqu'un qui vient pour te braquer. Et comme dirait un collègue à moi, un jeune collègue, hein, parce que là, ça a été intéressant notre rencontre, ça remonte maintenant il y a 15 jours, où j'ai dit que celui qui te corrompt, il te méprise. Ah, vous savez la phrase qui est derrière moi, là, voilà. J'ai mis ça avant même d'avoir l'idée sur le panneau, là. C'est ça que j'ai eu comme idée. Parce que moi, je ne supporte pas la corruption, donc je dis, celui qui te corrompt, il te méprise. C'est-à-dire qu'il faut mépriser quelqu'un pour... L'idée même de corrompre quelqu'un, c'est parce que tu le méprises. Sinon, c'est pas possible. Enfin, j'ai tourné ça dans tous les sens, et puis voilà, j'ai posé ça en écrit. Et lui, ce qu'il m'a dit, le jeune frère, hein, beaucoup plus jeune que moi, j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il a tout de suite il a donné la suite de ma phrase, il a dit oui, parce que c'est beaucoup plus difficile de convaincre que de corrompre. Bouya, le jeune homme, voilà, le jeune frère qui... on s'est connu là récemment, il y a 15 jours. Très bien, bien apprécié. Ah oui, parce qu'il a tout de suite dit. Il dit oui, c'est normal. Hein, c'est plus difficile de convaincre et c'est plus facile de corrompre. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir les moyens pour corrompre. Hein. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux sortes de corruption. Vous avez la corruption morale et puis vous avez la corruption matérielle. Et comme je répète, je dis, tous ceux qui sont corrompus matériellement sont automatiquement corrompus moralement. Alors, il y en a d'autres qui sont corrompus que moralement. C'est-à-dire on peut être corrompu moralement, mais sans pour autant être corrompu matériellement. Mais si on réussit à vous corrompre matériellement, c'est que vous êtes dans les deux cas de figure. Ça, c'est mon point de vue encore. Bouya! Allez, allez-y. Commentaire, allez-y. Donc, pour la suite, alors, donc ils disent que voilà, le Mali avec l'or et le coton, ça fait environ 10 millions, hein, voilà, 10 millions par an, hein, quand ils commercent avec la France. Et donc, ça représente 0,002% hein, des importations françaises. Mais oui, mais les 0,002 là, pourquoi vous emmenez tout cet armada là? Et puis en plus, vous déposez tout ça, et quand on vous demande de partir, vous dites là, non, on n'a pas envie de partir. Alors, donc, les choses sont claires. Vous êtes des menteurs. Donc, comme vous êtes des menteurs, je dis, depuis tout petit, on nous disait, si tu es mort, tu es voleur. Donc, c'est des voleurs. Mais comme on a affaire à des Macky Sall, on a affaire à des Lassane Ouattara, on a affaire à des gens qu'eux, ils ont soudoyés, hein, qu'ils ont corrompus, et donc ce sont ces gens-là qui sont là, qui jouent le sale boulot pour emmerder tout le monde. Mais l'histoire va retenir. L'histoire retient déjà. Regardez le sort des gens qui sont les héritiers de Mobutu Sese Seko. Hein, les héritiers de Ouma Bongo. Encore que là, bon, ils ont encore du sursis, ces histoires-là. Hein? Enfin, je veux dire les héritiers de tous les dictateurs qui ont fait du mal au peuple africain pour le bien, pour l'intérêt de l'Occident. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils se cachent en règle générale. Et moi, je suis désolé, en tant qu'originaire de la Côte d'Ivoire, je dis, je suis désolé. Tous les partisans de Houphouët-Boigny, c'est-à-dire que ceux qui veulent revendiquer son héritage, je dis cachez-vous parce que c'est son héritage qu'on est en train de vivre là. Et regardez le nombre de morts.
Regardez l'humiliation en permanence qu'on subit. Hein? Regardez là. J'ai dit, il faut compter, il faut faire des statistiques. Moi, je n'ai pas les moyens, mais ceux qui ont les moyens, faites des statistiques pour savoir, hein, depuis que M. Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire, combien de jeunes Ivoiriens sont morts dans la Méditerranée. Combien de jeunes Ivoiriens sont expatriés, c'est-à-dire se retrouvent dans les pays, dans le désert là-bas, comment dire, en Algérie, au Maroc, en Libye, en Tunisie, en Mauritanie, tout ça. Faites des statistiques. N'importe quoi. Et j'ai dit, lui, c'est une chose, mais c'est ceux qui le soutiennent. Ça, pour moi, c'est ça. Et encore plus loin, ceux qui le soutiennent, qui sont encore au pays, bon, passe encore. Mais ceux qui le soutiennent, alors qu'ils vivent dans les pays qui ont ce que j'appelle l'expérience démocratique, c'est-à-dire les pays en Occident, je dis, mais c'est quoi votre problème? Non, mais vous êtes trop léger. Vous êtes corrompu, ça c'est sûr. Ah ben oui, non, parce que à un moment donné, pourquoi vous venez ici alors? Voilà, la question que je vais toujours poser. Mais oui, parce que je dis, moi, qu'on me réponde, hein, pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce que tu tires comme expérience? Qu'est-ce que tu tires comme leçon? Ah oui, c'est parce que si les gens faisaient le nécessaire, les Macky Sall, les Alassane Ouattara faisaient le nécessaire, il n'y a pas besoin de venir ici. Si tu viens ici, c'est juste pour quelques jours de vacances, hein, qui va durer une semaine ou maximum, en fait, avec le froid qu'il fait en plus, alors qu'on est d'accord que, si ce n'est simplement peut-être pour découvrir le sport d'hiver, voilà. Mais, et encore, voilà, parce que le froid, bon, hein, faites des statistiques pour voir combien d'Africains ils aiment le froid. Non, non, on y va encore là. Non, c'est pour dire que moi, je concours d'honnêteté intellectuelle, voilà. Il faut arrêter à un moment donné. Ah, c'est fatigant. Enfin bon, on est obligé de suivre tout ça. Donc la suite. Il nous dit quoi? Parce qu'il y a le monsieur qui a interrogé, lui il dit, en gros au Mali, hein, bon, ça donne une autre idée, hein, il y a 6000 Français, hein, comme ça. Et puis dans les 6000, il y a 2000 qui sont salariés dans les petites et moyennes entreprises. Voilà. Et puis quand on décline encore, ils donnent les chiffres, hein, ils disent 65% travaillent dans le service, 20% travaillent dans le commerce, hein, et puis 15% travaillent dans l'industrie. Voilà. C'est-à-dire faire les extractions justement des ressources minières, là, hein, l'uranium, le pétrole. Il y a des choses qui ne déclarent pas, alors que depuis des décennies, ils volent. Ça ne peut pas être autrement. Le mensonge, c'est leur religion. Donc c'est des menteurs et c'est des voleurs. Il n'y a pas autre chose. En fait, je le répète parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez, alors qu'on devrait le dire assez. On devrait le dire même en permanence. Voilà. Donc, en fait, ils disent que possible présence de l'uranium, voilà, c'est ça, hein, possible présence de l'uranium, hein, pour l'instant, il s'agit de prospection, et il y a des sociétés canadiennes qui s'en occupent, les sociétés sud-africaines. Et en gros, il fait croire que les sociétés françaises ne sont pas encore en train de fouiller, n'importe quoi. Hein? Donc il dit qu'il peut y avoir des réserves de gaz, voilà, ils reconnaissent un peu encore, compte tenu de la zone désertique. Voilà. Mais ce que je tiens à rappeler aussi par rapport à ça, j'ai dit qu'écoutez, il y a un documentaire, il faut que je le retrouve là, à nouveau, parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Dans les années 50, où Fouad-Boigny a interviewé, ça dure 5 minutes, en noir et blanc. Et il parlait de ça. Il disait que le désert algérien, eh ben, pour l'instant, à cette époque-là, dans les années 50, il n'y avait pas encore les moyens pour pouvoir investir et pouvoir extraire toutes les richesses qu'il y a. Voilà. Fouad-Boigny disait ça dans les années 50. Je vais retrouver cette vidéo-là et puis je vais vous montrer, refaire enfin une autre vidéo. Tout ça, c'est un bit pédagogique. Allez, on y va. Hein, donc la suite, c'est plus de 20 ans de prospection à l'horizon. Alors en gros, lui, il dit, il faut beaucoup de temps. Mais on comprend mieux, parce que les mecs, ils disent qu'ils viennent lutter contre les djihadistes. Alors la première année, évidemment, c'est en forçant la main celui qui était au pouvoir au Mali auparavant, avant Ibeka. Et puis par la suite, ils restent là tranquillement. Alors que non, ils sont installés pour piller. C'est rien d'autre. Voilà, ce que j'appelle, on les a pris la main dans le sac. C'est pour ça que les dirigeants maliens, on leur a dit, allez, dégagez. Et puis dépêchez-vous à vous dégager. Voilà. Puis maintenant, nous, on a suffisamment de preuves qu'on dépose au Conseil de sécurité, mais sauf que le Conseil de sécurité et tout ça, ils sont tous dans la connivence. C'est pour ça qu'ils ne font pas diligence. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ne se dépêchent pas. Ou même ils n'ont même pas envie. Parce que si ils acceptent de mettre le dossier malien, hein, pour que les autorités maliennes viennent dénoncer ce qu'ils reprochent à la France, mais tout le monde est mouillé. Tout le monde est mouillé. Hein, tous les Occidentaux, là. Tous les adeptes de l'OTAN sont mouillés. Sont impliqués. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Et maintenant, les frères, là, nos frères, ceux qui portent le maillot Afrique, par rapport à tout ça, vous faites quoi? Et moi, je sais votre problème. Votre problème, c'est que vous êtes dans une situation de ne pas être fort moralement pour lutter contre ça. Donc, vous abdiquez. Hein? Vous êtes dans une espèce de, comment on appelle ça, fatalité. Mais je dis, bon, on le note. Mais dans ce cas-là, poussez-vous. C'est tout. Mais voilà, là où le bas blesse, c'est même pas tellement le fait que vous soyez à ne pas y croire. C'est le fait que vous n'y croyez pas, mais vous voulez vous maintenir. Donc, qu'est-ce que c'est que d'autre que la sorcellerie? Non, parce qu'il y a des conséquences. C'est au pire des cas, les gens meurent. Hein, au mieux, quand je dis au mieux, ça tout est relatif, mais je veux dire, l'humiliation que subit, hein, le peuple africain en général et la jeunesse africaine en particulier.
dans ces pays-là. Alors que la Tunisie n'est pas plus riche, je vous dis, que toute cette zone-là. Tous les pays qui composent le franc CFA. Voilà. Il faut juste que la France foute la paix définitivement. Et d'ailleurs, bon, je dis ça, là aussi ça me gêne, parce qu'en fait, j'ai vu dans l'actualité quand M. Emmanuel Macron s'est déplacé là récemment, hein, dans la nouvelle visite là qu'il a entamée du 1er au 5 mars. Donc il a visité d'abord le Gabon, ensuite il est allé, je crois, en Angola, et après il est allé en Guinée, au Congo-Brazzaville, et puis il a terminé au Congo-Kinshasa. Bon. Quand il arrive, comment dire ça, au Gabon, vous voyez, j'ai envie de dire, ça fait pitié, mais je sais pas, mais c'est trop, c'est gênant, quoi, l'état de santé de Ali Bongo. Parce que j'ai dit, mais à un moment donné, quand est-ce qu'ils vont considérer qu'il faut arrêter ça? C'est terrible, hein. Il y a en fait, il y a bon, c'est vrai qu'on a connu le cas, tout on revient en Afrique, parce que j'allais parler du, comment on appelle ça, Bouteflika, le président algérien. Bon, cela dit, il avait un certain âge, Bouteflika. Et puis je vais vous dire que Bouteflika, il faut regarder les images d'archives. Quand il prenait la parole en tant que jeune ministre des Affaires étrangères à l'ONU, c'était du très lourd. Ah oui, oui, oui. Maintenant, c'est après que ça s'est dégradé avec la corruption. Mais bon, sinon, voilà. Bon, encore donc lui, il y a le côté qu'il était âgé. Mais par contre, Ali Bongo est jeune. Mais il a été travaillé, voilà, ils l'ont bousillé. Maintenant, il faut qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Parce que là, regardez regardez le spectacle. Il est fatigué, il est malade, le pauvre. Ah, c'est terrible, hein. Il n'y a que l'Afrique, voilà. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Sinon, dites-moi, les autres continents, il n'y a pas ça. Dites-moi si je me trompe, envoyez-moi les commentaires. Autre chose. Monsieur Macron arrive donc Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso qui est comment on appelle ça, le patron de la France-Afrique, j'allais dire. Au XXIe siècle, c'est le patron, un des patrons. Mais il est surtout patron de la franc-maçonnerie. Cette obédience d'obscurantisme. Hein, qui ne nous concerne pas, nous, en tant qu'Africains. Il y a juste certains là qui prétendent être des sachants et qui vont adhérer parce qu'ils fantasment sur le pouvoir, et voilà, ils adhèrent. Des aliénés. Vous êtes aliénés, mais grave, hein. Non, mais, enfin bon. Donc, je me suis occupé de sa déclaration, Macron, parce qu'il a fait un discours là-bas où il disait, oui, mais on me reproche de venir visiter Sassou Nguesso et le Congo-Brazzaville, et que la France n'est pas responsable du fait qu'il est au pouvoir depuis 39 ans. Vous vous rendez compte? Mais comment on peut dire ça? Alors qu'historiquement, on sait très bien que c'est Jacques Chirac, donc Jacques Chirac était président de la France, ce sont eux qui ont mis au pouvoir, même qui ont ramené au pouvoir Sassou Nguesso, parce qu'il avait été battu régulièrement, hein, lors des élections, par le professeur, je ne sais plus comment il s'appelle là, qui est décédé maintenant il y a deux ans, voilà, ou 3, hein, l'ancien président de Congo-Brazzaville, un monsieur très cultivé. Excusez-moi, j'oublie le nom là, parce que ça, voilà, mais voilà. Et il avait gagné régulièrement, et puis maintenant la France, pour ses intérêts, enfin, bon, ses intérêts, j'aime pas trop dire ça, mais je veux dire que, ben oui, maintenant, ça c'est naturel par contre. Maintenant, ce que j'ai dit que nous, Africains, il faut qu'on parle de nos intérêts. Ce sont nos intérêts avant. La France n'a aucun intérêt. Enfin, elle prétend avoir des intérêts. Nuance, c'est là où la langue française est très riche. Oui, elle prétend, mais sinon, dans la réalité, tout ça, ce sont des richesses des Africains. Le pétrole, l'uranium. Donc, en fait, ce qui m'a gêné, c'est le fait qu'il ait le culot comme ça de dire que la France n'y est pour rien, le fait qu'il est au pouvoir, comment il s'appelle, Sassou Nguesso. Mais je vous dis, ils ont un mépris, ils n'aiment pas les Noirs, ce sont des négrophobes, ils n'aiment pas les Noirs. Parce que je dis, pour l'instant, personne ne m'envoie un commentaire parce que tout le monde sait. Voilà, donc c'est pour ça que... Oui, parce que celui qui va me dire le contraire, il dit, mais argumente. Moi, je t'apporte tous les jours les preuves. Voilà. Puis, je suis convaincu, mais Dieu seul sait. Parce que les exemples sont là. Non, mais attendez, là aussi on en revient quand je disais tout à l'heure que celui qui te corrompt, mais c'est parce qu'il te méprise qu'il te corrompt. Sinon, il ne peut pas te corrompre. S'il te respecte, c'est pas possible. Ça ne va pas ensemble. Voilà. L'idée de corrompre autrui, c'est parce que psychologiquement, le mec, il croit qu'il est... Enfin, il croit. Non, il pense et il est convaincu. Voilà, c'est surtout le thème que j'aime bien. Il est convaincu qu'il a le dessus sur toi. Voilà. Ah là là là, ils sont nazes. Donc, par rapport à ça, je dis, mais comment on peut dire ça? On sait très bien comment il est arrivé au pouvoir, avec des milliers, pour ne pas dire des millions de morts au Congo-Brazzaville. Marche sur des cadavres, il est tranquille comme ça, à s'éclaircir la peau. Hein, il fait comme diraient les Sénégalais, il fait du ré sale. Même si c'est vrai que naturellement, il a un teint clair, mais il doit mettre des produits. Voilà. L'aliénation, lui, c'est terrible. Hein. Enfin, il n'est pas le seul, malheureusement. Oh là là, mon Dieu. Enfin bon. Donc voilà, il fait cette déclaration-là au Congo-Brazzaville. Et puis après, quand il arrive maintenant, il y a la fameuse conférence de presse qu'il tient au Congo-Kinshasa, RDC. Entre lui et Tshisekedi, il y avait eu comme ça des échanges un peu tendus. Et puis il y a des frères là, pareil, qui sont très qualifiés, hein, mais qui par contre s'en vantent. Mais je dis, mais excusez-moi. Je dis, mais monsieur Macron, s'il est aussi à l'aise, ben d'abord de manière générale, nous sommes les premiers responsables. Et puis ensuite,
Ensuite, j'enfonce le clou en disant que les hommes et les femmes politiques au Congo RDC, ben, ils sont en train de payer tous les jours, et malheureusement, ce n'est pas eux, à vrai dire, parce qu'ils ont un confort de vie, mais c'est le peuple congolais qui paye le prix de l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Oui, 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 oui. Je le pense profondément. C'est ça la vérité. Eh oui, il paye le prix. Parce que son assassinat était cruel, inhumain. Tout le monde a vu les images. Et en plus de surcroît, il y a un documentaire qui était passé il y a quelques années où ceux qui ont arraché sa dent, ils parlaient dans leur salon, ils étaient assis comme ça et puis ils s'exprimaient comme ça tranquillement. Mais c'est terrible. Enfin, moi, je ne sais pas, mais c'est pour ça que je dis, mais il y en a qui disent qu'ils sont êtres humains, mais non, je suis désolé. Franchement, si tu es être humain, tu peux pas. C'est pas supportable. Le fait que ça te dérange pas, ça pose problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis même les animaux. Vous regardez les documentaires animaliers, ça se passe pas comme ça. Et à partir de là, tout est dit. Tout est dit. Voilà. Donc, les échanges qu'il y a eu, mais je dis, mais moi, je dis, mais tu sais qui dit? Mais c'est le premier corrompu. Tout simplement. Pourquoi? Mais parce que je suis déjà curieux de savoir quel est son train de vie. Lui et puis tous ceux qui l'entourent. Ah, ça c'est l'élément de base pour faire de la politique. S'il est désintéressé, j'adhère. Mais s'il n'est pas désintéressé, je vais aller. Au suivant. La question suivante. Non, parce que j'ai pas le temps à perdre. Comprenez? Puis je le trouve trop léger. Là, il est content de voyager parce que voilà, justement, il profite de la situation de président. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a à dire à monsieur, comment dire, monsieur Macron? Oui, faut nous laisser tranquille et puis il faut condamner. Non, la liberté, elle s'arrache. Voilà. Et si tu étais quelqu'un de désintéressé, le peuple va te suivre, mais aveuglement. Oh, c'est pas le cas. Voilà. Tu es plutôt à profiter du confort de la cupidité. C'est plutôt ça qui te préoccupe, qui t'intéresse, qu'autre chose. N'importe quoi. Ah, des nazes. Des nazes. Ils ne sont pas à leur place. C'est pour ça que nous en sommes là. Ah ouais, ah ouais. Donc je ne comprenais pas. Les frères là qui sont contents du fait que oui, regardez, mais non, aujourd'hui en 2023, c'est pas ça. Aujourd'hui en 2023, la référence, c'est le Mali. C'est les colonels au Mali. Voilà. En agissant comme eux, on dit total respect, messieurs. Total respect, les frères. Ouais. Mais autrement, si c'est juste comme ça, faire des discussions comme ça pour endormir les gens, pour se donner une certaine impression, j'avais oublié. Ça, comment il s'appelle Fali Poupa. Bon. Écoutez les frères, en temps normal, vous avez pour habitude de dire « Ah, moi, je ne fais pas de politique. » Bon, alors, on t'a vu là en train de prendre des verres avec monsieur, monsieur Macron. Bah, faire de la politique, excusez-moi, c'est pas seulement détenir un mandat. Hein. Tous les gestes quotidiens, c'est de la politique. Voilà. La politique, c'est elle qui gère la vie. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et puis, là, compte tenu de votre notoriété, compte tenu des moyens dont vous disposez, vous participez de près ou de loin, directement ou indirectement, à la machine de la France-Afrique. Maintenant, reconnaissez-le et puis on va gagner du temps. Parce que très souvent, ils sont de mauvaise foi. Et puis, bon, c'est terrible. Hein. Mais là, ce que je suis en train de faire là, c'est le minimum pour sensibiliser la jeune génération. Voilà. Chacun doit prendre ses responsabilités. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas être, j'allais dire, assis ou couché sur des richesses aussi incommensurables, et puis être les derniers de la classe, être les plus piétinés, être les serpillères de l'humanité. Est-ce que les jours qui passent, les jours qui avancent, ça ne vous travaille pas? Mais c'est terrible. Ah là là, bon, mais c'est pas... Non, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Mais on ne va pas lâcher l'affaire. Ah ben ça, par contre, n'y comptez pas. Parce que nous, on va gagner cette partie-là. Les signes sont là. Les signes sont là, très clairement. Il y a justement l'attitude des Fali Poupa, des Youssou N'Dour, des Kofi Olomide, toutes les grandes stars là, qui ont une autorité qui ne le mettent pas au service de l'intérêt général. Voilà. Ils sont dans la cupidité, ils sont dans le bling-bling. Voilà. Ils sont trop légers, trop légers. Mais j'ai dit, mais écoutez, chacun a une énergie, chacun a son génie. Ce qu'il faut faire justement, c'est de dire, bon voilà, moi je sais bien chanter, voilà, l'argent que j'ai gagné là, je vais pouvoir financer les frères là, et puis comme ça, tranquille, tranquille. Tu peux même le faire discrètement. Hein. Oh là non. Mais non. Alors que les autres en face, mais je peux vous dire que eux, ils ont été éduqués là-dedans, ce qui fait que il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont dans le showbiz et qui financent. Je dis pas, oh, attention, là je m'égare. Mais que comprenne qui peut, comprenne qui veut. On verra. Donc la suite c'est quoi? Alors en gros donc ils disent que voilà, il y a le fait que le Mali est proche du Niger, donc automatiquement ils reconnaissent qu'ils pillent comment on appelle ça, l'uranium du Niger.
Et donc, en gros, si vous voulez, au début de la discussion, il disait non, 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 l'intervention militaire n'a rien à voir, c'est pas une question économique ni commerciale. Et puis à la fin, regardez bien à la fin, il dit ah, mais peut-être qu'avec le lien, n'importe quoi, des menteurs, des voleurs, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Hein? Parce qu'il dit néanmoins, le Mali est frontalier du Niger, voilà, et c'est sa situation géographique qui pourrait justifier l'intervention. Alors qu'au début, il disait non, 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 quand on intervient là-bas, ça n'a rien à voir sur le plan économique et commercial. Voyez. Donc le Niger est indispensable, puisque le Niger permet d'alimenter à un tiers les centrales nucléaires en France. J'en termine là, chers frères et sœurs, aujourd'hui. Mais sachez qu'on ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison. Et puis je dis, là, pour cette vidéo d'aujourd'hui, nous avons affaire à des esclaves qui jouent les rôles de maîtres. Voilà, à vrai dire. Ce sont les Africains qui sont les maîtres. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. Bouillard, on est très très bon.